Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 33e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons étudier le remboursement par fraction constante du capital. Les emprunts peuvent être remboursés en consacrant à chaque période le même montant au remboursement du capital. Dans ce cas, les annuités ne sont plus constantes, car les intérêts que doit payer l'emprunteur sur le capital restant dû diminuent à mesure que le capital restant dû se réduit. Les annuités baissent donc à mesure que le prêt est remboursé. Construire un tableau d'amortissement. Une entreprise contracte un prêt de 1 million d'euros à 8% TAP, remboursable en 5 versements annuels. Le remboursement du capital se fait par amortissement constant. Une même fraction du capital est remboursée chaque année. Quelles sont les sommes décaissées par l'entreprise pour faire face au remboursement de son emprunt? Solution. Chaque année, l'entreprise doit rembourser la même fraction du capital, soit pour un prêt sur 5 ans, 1 million divisé par 5, cela est égal à 200 000 euros par an. Par ailleurs, chaque année, l'entreprise doit payer les intérêts sur le capital à rembourser. À la fin de la première année, les intérêts s'élèvent à 1 million multiplié par 8%. Cela est égal à 80 000 euros. À la fin de la deuxième année, le montant payé par l'entreprise au titre des intérêts est plus faible, car le capital restant dû au début de la deuxième année n'est que de 1 million moins 200 000. Cela est égal à 800 000 euros. Les intérêts ne sont donc plus que 800 000 multiplié par 8%. Cela est égal à 64 000 euros. Le raisonnement est le même les années suivantes. Chaque année, le montant du capital restant dû décroît, tout comme les intérêts à payer. Autre modalité de remboursement. Remboursement en fine. Dans certains cas, le remboursement du capital prêté peut se faire intégralement à l'échéance. On parle alors de remboursement en fine. C'est surtout valable pour les emprunts obligataires. Les intérêts peuvent être payés à intervalles réguliers jusqu'à l'échéance ou également en fine, en même temps que le remboursement du capital. Le montant que l'emprunteur doit payer à l'échéance se calcule alors comme la valeur future au taux d'intérêt du prêt du montant emprunté initialement. Remboursement par annuité croissante. Il est également possible de rembourser un emprunt en versant des annuités croissantes. Cette modalité d'amortissement est surtout utilisée en période de forte inflation ou lorsque l'emprunteur prévoit que son revenu va augmenter significativement au cours des prochaines années. C'est le cas en particulier des emprunts immobiliers proposés aux jeunes diplômés. Farid vient de décrocher une promotion. Il envisage d'acheter un appartement. Il souhaite à cet effet emprunter 450 000 euros sur 20 ans à 6% TAP. Cet emprunt est remboursable chaque mois par annuité croissante. Le taux de croissance des flux étant 0,2% à partir de la première mensualité. Quel est le montant de la première mensualité et de la dernière, comparé avec un emprunt remboursé par annuité constante? Solution. F.
est égal à P sur 1 sur taux moins G. Facteur de 1 moins, entre parenthèses, 1 plus G sur 1 plus taux exposant N, on ferme le facteur. Un TAP de 6% avec capitalisation mensuelle correspond à un taux mensuel de 6% sur 12. Cela est égal à 0,5%. La première mensualité est donc F est égal à 450 000 sur 1 sur 0,5% moins 0,2%. Facteur de 1 moins, entre parenthèses, 1 plus 0,2% sur 1 plus 0,5% exposant 240. On ferme le facteur. Cela est égal à 2636,59 euros. La dernière mensualité sera donc de 2636,59 euros multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 0,2% exposant 239. Cela est égal à 4250,39 euros. Si Farid avait choisi un prêt à annuité constante, ses mensualités auraient été de 3 223,94 euros chaque mois. Remboursement différé. Une dernière modalité de remboursement consiste à décaler de plusieurs périodes le moment à partir duquel l'emprunteur doit rembourser le capital et ou payer les intérêts. Cette modalité de remboursement est typique des prêts étudiants, mais depuis quelques années, elle est aussi de plus en plus populaire sur les crédits à la consommation. Les déterminants des taux d'intérêt. Fondamentalement, les taux d'intérêt sont déterminés sur les marchés financiers par la confrontation entre l'offre et la demande de capitaux. Mais cette offre et demande sont-elles même influencées par de nombreux facteurs macroéconomiques, inflation, croissance anticipée, et microéconomiques, le risque ou la fiscalité de l'emprunteur? Inflation et taux d'intérêt. Les taux d'intérêt affichés par les banques ainsi que ceux utilisés jusqu'ici pour actualiser les flux sont des taux d'intérêt nominaux. En raison de l'inflation, le taux d'intérêt nominal ne représente pas la hausse du pouvoir d'achat qui résulte d'un placement financier. Le taux de croissance du pouvoir d'achat après prise en compte de l'inflation est déterminé par le taux réel. La relation qui lie le taux d'intérêt nominal, le taux d'intérêt réel et le taux d'inflation est connue sous le nom de relation de Fisher. 1 plus taux réel est égal à 1 plus taux nominal sur 1 plus taux d'inflation. On peut modifier l'équation afin d'exprimer le taux d'intérêt réel en fonction du taux nominal et du taux de l'inflation avec une approximation utile quand l'inflation est faible. Taux d'intérêt réel est égal au taux nominal moins taux d'inflation sur 1 plus taux d'inflation est égal aussi au taux nominal moins taux d'inflation. Maintenant, taux d'intérêt réel. En 1975, en France, le taux d'intérêt sur les titres d'État à 10 ans était environ de 10,3% et le taux d'inflation de 11,7%. En 2019, le même taux d'intérêt était environ de moins 0,3% et le taux d'inflation de 1,1%. Quels étaient les taux d'intérêt réels à long terme en 1975 et en 2019? Solution. En 1975,
le taux d'intérêt réel pour un emprunt d'État à 10 ans était, entre parenthèses, 10,30 moins 11,7 divisé par 1,117. Cela est égal à moins 1,25%. Même si le taux d'intérêt nominal était positif, le taux d'intérêt réel serait négatif, car l'inflation est trop élevée. En épargnant à ce taux d'intérêt nominal, les investisseurs disposaient d'un pouvoir d'achat plus faible à la fin de l'année qu'au début. En 2019, le taux d'intérêt réel était de, entre parenthèses, moins 0,3%, moins 1,1% divisé par 1,011, cela est égal à moins 1,4%. Pour un épargnant, la situation est pire qu'en 1975, puisque même le taux d'intérêt nominal est négatif. On paie pour épargner un emprunt d'État. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.